tous, bon retour sur ma chaîne, selon votre cas. Toujours en lien avec l'UE28, processus obstructif, je vous propose aujourd'hui un questionnaire sur l'asthme. Donc, visualisez bien les questions, faites pause, répondez-y tranquillement et je vous retrouve dans quelques instants pour la correction. Donc, voyons maintenant la correction de ce questionnaire sur l'asthme. La première question demandait donc de donner une définition de l'asthme. Il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique des bronches caractérisée par une dyspnée sifflante expiratoire, variable en durée selon les patients, récidivante, souvent nocturne, réversible spontanément ou sous l'effet d'un traitement, avec parfois des exacerbations potentiellement graves. Donc, le syndrome ventilatoire obstructif réversible et ou l'hyperréactivité bronchique définissent l'asthme au niveau fonctionnel. C'est ce que l'on étudie à travers les explorations fonctionnelles respiratoires. Les EFR sont donc indispensables au diagnostic et au suivi de l'asthme. Dans la question 2, il était demandé quelles sont les 3 composantes physiopathologiques de la crise d'asthme. Nous venons de voir dans la définition que l'asthme se caractérisait par une inflammation des bronches. Et cette inflammation génère une irritation des fibres musculaires et donc une contraction des muscles bronchiques. Cette inflammation bronchique, elle est constante chez l'asthmatique, il faut bien l'avoir en tête, même dans les asthmes récents et légers. L'agent délétère, ou plutôt les agents délétères, peuvent être donc des allergènes, des micro-organismes, des toxiques, des irritants, etc. Et ils sont à l'origine de l'activation de 3 types d'éléments bronchiques. Premier élément, les cellules inflammatoires résidentes du poumon, que sont les macrophages, les mastocytes, ou les cellules recrutées dans les bronches qui proviennent de la circulation, comme les neutrophiles, les éosinophiles, les lymphocytes, les monocytes et les plaquettes. Alors, les polynucléaires éosinophiles sont les cellules majeures de l'inflammation dans l'asthme de phénotype habituel. La présence de polynucléaires éosinophiles dans les bronches est corrélée au contrôle de l'asthme. Les polynucléaires éosinophiles sont capables de sécréter de nombreux médiateurs entretenant l'inflammation bronchique. Et ils sont très sensibles à la corticothérapie. En ce qui concerne les lymphocytes T, ils modulent la réponse inflammatoire en influençant les réponses des autres cellules des voies aériennes par la sécrétion de cytokines. Ensuite, après les mastocytes, éosinophiles et lymphocytes T, nous avons les cellules de la structure des voies aériennes elles-mêmes qui interviennent. Les anomalies les plus marquantes sont la fragilisation de l'épithélium bronchique, qui va être desquamé, modifié dans sa composition, ce qui va favoriser l'accès de l'agresseur inhalé dans la sous-muqueuse bronchique et la mise à nu des terminaisons nerveuses sensitives et la pérennité de l'inflammation. Autre anomalie marquante, ce sont les anomalies de l'espace sous-épithélial épaissi du fait de la déposition des constituants de la matrice extracellulaire, les collagènes. On va avoir aussi une augmentation du nombre et une hyperperméabilité des vaisseaux, ce qui est une source d'œdème de la muqueuse et d'hypersécrétion dans la lumière bronchique. Et une augmentation de la taille et du nombre de cellules musculaires lisses à l'origine d'une contractilité exagérée du muscle lisse bronchique en réponse aux agressions bronchiques qui participent au phénomène d'hyperréactivité bronchique. Il existe aussi des anomalies des glandes, des nerfs et du cartilage bronchique.
Tous ces remaniements structuraux, dénommés remodelage bronchique, sont le reflet du caractère chronique de l'asthme et ils participent à la pérennité de l'hyperréactivité bronchique qui est non spécifique et donc de l'histoire naturelle de la maladie asthmatique. Enfin, on va aussi avoir une modification des structures nerveuses. Il existe dans l'asthme un déséquilibre au profit du système bronchoconstricteur. Alors, on sait que c'est le système cholinergique qui est responsable d'une bronchoconstriction, alors que le système adrénergique, lui, est bronchodilatateur par l'intermédiaire des catécholamines sécrétées par les surrénales qui agissent sur des récepteurs bêta-2, dont la fonction est donc essentiellement bronchodilatatrice. Il existe aussi un troisième système nerveux non adrénergique, non cholinergique, qui libère des neuropeptides pro-inflammatoires. Pour faire court, dans l'asthme, on a une infiltration de la muqueuse bronchique par les mastocytes, les éosinophiles et les lymphocytes T, avec donc des remaniements structuraux de l'épithélium et de l'espace sous-épithélial, du muscle lisse, des glandes et des nerfs. C'est ce qu'il faut, grosso modo, retenir. Et en l'occurrence, face à tous ces remaniements, on va avoir d'une part un bronchospasme, bronchoconstriction donc, on va avoir aussi une vasodilatation des vaisseaux avec de l'œdème, ainsi qu'une stimulation des cellules à mucus avec une sécrétion d'un mucus épais et visqueux. Et lors d'une crise d'asthme, on a donc une hyperréactivité bronchique et une diminution de 15% du volume expiratoire maximal par seconde, par exemple après une exposition à un stimulus pharmacologique, comme par exemple la métacholine, qui a pour effet d'entraîner un rétrécissement passager du calibre des bronches, ou bien en réaction à un stimulus chimique, comme le dioxyde de soufre par exemple, ou encore physique, simplement l'air froid et sec, ou l'effort. Donc retenez que les trois composantes physiopathologiques de la crise d'asthme, c'est que consécutivement à l'inflammation des bronches et à l'irritation des fibres musculaires, on a un bronchospasme, 2, une vasodilatation des vaisseaux et un œdème, et 3, une stimulation des cellules à mucus avec une sécrétion de mucus épais et visqueux. Question 3 maintenant, quels sont les facteurs favorisant la crise d'asthme? Alors on sait que très souvent, l'asthme est d'origine allergique. C'est le cas de 80% des asthmes de l'enfant et de 50% des asthmes de l'adulte. Les causes en sont donc la pollution, de nouveaux allergènes. Il ne faut pas oublier que l'asthme est une maladie polygénique. Et dans les facteurs de risque d'asthme aigu grave et de mort par asthme, on va retrouver des conditions socio-économiques défavorisées, des comorbidités en particulier psychiatriques. L'âge est aussi un facteur important puisque on a plus de risque d'asthme aigu chez l'adolescent et le sujet âgé. Ensuite, il y a l'antécédent d'asthme qui est presque fatal, un facteur de séjour en réanimation. Un VEMS inférieur à 40% de la théorique. Un degré de réversibilité sous bêta-2 mimétique supérieur à 50%. Des visites fréquentes aux urgences ou chez le médecin généraliste ou des hospitalisations itératives. Il y a aussi donc les patients mauvais percepteurs de leur obstruction bronchique, la consommation tabagique supérieure à 20 paquets années, une mauvaise observance et ou un déni de la maladie, l'utilisation de 3 médicaments ou plus pour l'asthme, l'arrêt d'une corticothérapie orale dans les 3 mois et l'intolérance à l'aspirine. Question 4. Quels sont les différents types d'asthme et leurs complications? Alors, il existe 2 grandes typologies d'asthme. L'asthme intermittent, ça signifie qu'il n'y a aucun symptôme entre les crises qui sont peu fréquentes et que les symptômes donc peuvent apparaître au cours d'un effort ou d'un stress par exemple, donc ils sont occasionnels et brefs. Le deuxième type est l'asthme persistant. Là, les symptômes de l'asthme restent perceptibles entre les crises. Un traitement de fond est instauré en fonction de l'intensité et de la fréquence des symptômes et on va dénombrer 3 sous-types d'asthme persistant. Le premier sous-type, c'est l'asthme persistant léger. Les symptômes ou la prise de bronchodilatateurs ont lieu 1 à 2 fois par semaine. L'asthme nocturne est présent au moins 2 fois par mois. Ensuite, le deuxième sous-type, c'est l'asthme persistant modéré.
Là, les symptômes vont être quotidiens, ainsi que le recours aux bronchodilatateurs. Et l'asthme nocturne est présent au moins une fois par semaine. Enfin, troisième sous-type, l'asthme persistant sévère. Dans ce cas-là, les symptômes sont permanents, l'asthme nocturne est fréquent et les activités physiques sont limitées par la maladie. Vous entendrez aussi parfois parler d'asthme à dyspnée paroxystique, le plus fréquemment chez des sujets jeunes qui vont bien entre les crises. Il s'agit tout simplement de crises d'asthme paroxystique où l'examen clinique va mettre en évidence un thorax distendu, bloqué en inspiration forcée et une respiration sifflante. L'auscultation pulmonaire révèle effectivement des sifflements expiratoires. Vous entendrez aussi quelquefois parler d'asthme à dyspnée continue. Là, c'est le plus souvent chez les sujets plus âgés, notamment la femme ménopausée. C'est une forme grave d'asthme et qui se caractérise par une persistance des symptômes respiratoires, même entre les crises. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont les deux grandes catégories d'asthme, intermittent et persistant. Avec pour ce dernier, ces trois sous-types. Question 5. Citer les signes cliniques de la crise d'asthme. Alors, déjà, ce sont des symptômes de brève durée. On va parler bien sûr ici de crise d'asthme en dehors de l'urgence. Il ne faut pas oublier que l'anamnèse est plus importante que l'examen clinique, qui est pratiquement toujours normal lors d'une crise d'asthme qui n'est pas une crise d'asthme aiguë grave. Donc, les symptômes sont d'une durée brève. Il existe d'ailleurs une relation étroite entre la majoration de l'inflammation dans les voies aériennes et la variabilité de l'hyperréactivité bronchique et les symptômes cliniques, notamment lors des exacerbations. L'inflammation, dont on a parlé tout à l'heure, et les remaniements structuraux participent à l'obstruction bronchique, à la persistance de l'hyperréactivité bronchique et au déclin accéléré du volume expiratoire maximum par seconde, qui est observé chez certains asthmatiques. Alors, le caractère réversible de l'obstruction bronchique peut disparaître dans l'asthme sévère. L'obstruction bronchique est dite alors fixée, proche de celle observée au cours de la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. Donc revenons à nos signes de la crise d'asthme. Le caractère paroxystique réversible et récidivant des symptômes est crucial. L'asthme s'exprime de façon chronique par des symptômes, je l'ai déjà dit, de durée brève, tels que une sensation d'oppression thoracique, des sifflements expiratoires transitoires, des épisodes de gêne nocturne qui vont entraîner le réveil, une dyspnée, une toux déclenchée par l'effort, accompagnée ou non de sifflements. Alors, souvent, le malade se présente avec le diagnostic de bronchite à répétition. Et d'ailleurs, c'est souvent conforté par la prescription répétée d'antibiotiques par le médecin traitant, qui sont en fait de réelles exacerbations d'asthme. Alors, parfois, les éléments paroxystiques sont absents, mais certains critères permettent cependant de suspecter un asthme. C'est par exemple les antécédents familiaux ou personnels d'asthme, la survenue de symptômes dans certaines circonstances, par exemple la nuit, à l'effort, suite au rire, après une exposition à des irritants ou à des allergènes, suite à des pics de pollution ou après une infection virale des voies aériennes supérieures. Autre critère, c'est l'association, par exemple, avec une rhinite allergique ou une rhinosinusite chronique. Ça va être le cas pour 80% des asthmatiques, ou encore d'un eczéma atopique, par exemple chez l'enfant. La mesure du débit expiratoire de pointe, le DEP, à l'aide d'un débitmètre de pointe, va évaluer l'existence d'une obstruction bronchique par rapport aux valeurs théoriques du patient. Et l'amélioration de cette valeur après la prise d'un bronchodilatateur va notamment témoigner du caractère réversible de l'obstruction et ça peut être réalisé en ambulatoire par le patient sur plusieurs jours. L'une des caractéristiques de l'asthme non traité ou non contrôlé, c'est l'existence d'une grande variabilité du calibre bronchique qui va se traduire par une différence de plus de 20% entre les valeurs matinales du DEP, qui sont habituellement les plus basses, et les valeurs du soir. Donc le DEP ne se substitue jamais à la réalisation d'une exploration fonctionnelle respiratoire, EFR. L'EFR est vraiment indispensable lors du diagnostic initial et dans le suivi de l'asthme. Le DEP est un outil intéressant, mais pour le diagnostic, il
il faut passer par les explorations fonctionnelles respiratoires. Question 6, énoncer les signes du prodrome. Alors, on en a un petit peu parlé, très brièvement dans la question précédente, mais dans ces signes, nous allons avoir par exemple une rhinorrhée, des éternuements, une toux spasmodique, ou encore un prurite nasal, ou simplement une sensation de malaise et de la fatigue. Question 7, énoncer les caractéristiques de la crise d'asthme aiguë grave, AAG. Donc, dans ce cas-là, on va avoir un DEP inférieur à 200 et qui ne s'améliore pas après la prise de traitement. On va avoir aussi une dyspnée extrêmement intense avec une sensation désagréable de ne pas pouvoir vider sa cage thoracique. Également une polypnée superficielle avec une fréquence respiratoire supérieure à 30 par minute. Une fréquence cardiaque également accélérée, supérieure à 120 par minute. Bien entendu, une anxiété et une agitation qui vont souvent de pair. On va avoir une contraction qui va là être permanente des muscles sternocléido-mastoïdiens, avec une difficulté à parler, à tousser, à expectorer, des sifflements respiratoires, le fameux wheezing, et le patient décrit cette crise comme inhabituelle. Et bien sûr, on a l'absence, ça c'est important, d'amélioration sous bronchodilatateur, que j'ai déjà dit au début. À côté de ces signes, on peut avoir des signes d'extrême gravité. Par exemple, s'il y a une cyanose, des troubles de la conscience, une respiration paradoxale, un silence auscultatoire, une bradycardie, un collapsus ou des pauses respiratoires. Là, effectivement, c'est une urgence vitale. On sait aussi que certaines exacerbations graves peuvent se traduire simplement par une polypnée superficielle, un thorax bloqué en inspiration forcée et une respiration rapide et brève dans le volume de réserve inspiratoire. Donc là, attention, c'est de l'urgence vitale et une hospitalisation dans tous les cas. Le pronostic vital est vraiment en jeu. On a deux situations possibles de détresse respiratoire. Soit l'exacerbation s'est installée progressivement du fait de l'absence de traitement anti-inflammatoire précoce et adapté, soit l'exacerbation est grave d'emblée, où le bronchospasme joue un rôle majeur. Et elle est le plus souvent en cause dans les décès avant la prise en charge médicale. Et on sait aussi que la probabilité de présenter un AAG est plus élevée chez certains patients. Donc, lorsque le pronostic vital est en jeu, c'est l'extrême urgence qui nécessite donc la mise en place d'un traitement adapté avec une réévaluation itérative rapprochée de la réponse thérapeutique par un examen donc clinique attentif, d'où une hospitalisation obligatoire. Et l'objectif à terme, c'est d'éviter la récidive. Donc, il convient d'envisager le suivi à court terme et de prévoir la prise en charge de cette maladie chronique dès cette phase aiguë. Donc, ce petit tableau vous montre effectivement comment évaluer l'exacerbation avec les facteurs de risque cliniques, le DEP et la saturation percutanée en oxygène. Donc, on va avoir une exacerbation légère ou bien une exacerbation modérée ou un asthme aigu grave. Et dans la suite de ce tableau, on voit bien que dans le cas d'une exacerbation légère, on va se contenter de 2 à 8 bouffées de bêta-2 mimétique avec une chambre d'inhalation. Ce sera quasiment la même chose avec une exacerbation modérée, si ce n'est que là, on aura des plus fortes doses de bêta-2 mimétique, plus une corticothérapie orale, et on réévaluera la situation 1 heure après. Dans le cas d'un asthme aigu grave, on va commencer le traitement à domicile avec de fortes doses de bêta-2 mimétique. Bien entendu, le patient va être hospitalisé après un transport médicalisé et à l'hôpital, il sera mis sous oxygénothérapie. Il aura le droit à des bêta-2 mimétiques nébulisés toutes les 20 minutes et une corticothérapie orale également. Mais nous reviendrons ultérieurement sur les traitements. Question 8. Qu'est-ce que les gaz du sang? Que montre-t-il chez la personne asthmatique en crise? Donc pour les gaz du sang, il faut d'abord effectuer un prélèvement de sang artériel. Et l'objectif va être de mesurer l'acidité, les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang artériel. Mais aussi évaluer les échanges pulmonaires et détecter notamment une modification anormale des concentrations d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang artériel allant vers les tissus, ainsi qu'évaluer l'équilibre acido-basique d'un patient. Alors, les paramètres mesurés sont les suivants. La PaO2 ou la pression partielle d'oxygène,
qui, elle, va permettre d'évaluer la manière dont l'oxygène est capable de se déplacer depuis les poumons vers le sang. Elle reflète ainsi la quantité d'oxygène transportée par le sang et délivrée aux organes. Ensuite, la PaCO2, ou pression partielle de dioxyde de carbone, qui permet donc de mesurer la quantité résiduelle de dioxyde de carbone dans le sang artériel après élimination de l'excès de dioxyde de carbone au niveau pulmonaire. Ensuite, le pH reflète la concentration d'hydrogène et permet de mesurer l'acidité du sang. Ensuite, l'HCO3- ou bicarbonate. Là, on sait que le bicarbonate donc, tamponne le pH du sang et participe ainsi à maintenir un équilibre acido-basique. Et enfin, nous avons la saturation en oxygène, SaO2, qui permet d'évaluer la quantité d'oxygène fixée sur l'hémoglobine. Donc, pour chaque paramètre, je vous ai mis les normales entre parenthèses. Donc, les gaz du sang sont pratiqués devant une crise aiguë grave avec un DEP inférieur à 40% de sa valeur maximale théorique, ou bien lors de la constatation d'une baisse de la saturation percutanée en oxygène, ou encore lors de la non-augmentation du DEP après un traitement initial. Alors, une crise simple va se caractériser par une hypocapnie, et donc une alcalose respiratoire, et l'asthme aigu grave se caractérise plutôt par une normo- ou une hypercapnie avec une acidose respiratoire ou mixte. Question 9 maintenant. Qu'est-ce que l'EFR? Que montre-t-elle chez la personne lors d'une crise d'asthme? Quel en est l'intérêt? Alors, l'EFR, ou plutôt les EFR, ce sont des examens qui permettent d'évaluer la capacité respiratoire. J'ai dit les EFR parce que l'EFR peut rassembler divers examens, dont la spirométrie, qui est vraiment l'examen de base incontournable des EFR, et notamment dans le diagnostic initial de l'asthme. On a ensuite la plétismographie, qui mesure la totalité des volumes et les capacités pulmonaires. Ensuite, nous avons la gazométrie, dont nous venons de parler, qui en fait partie, et également des épreuves d'exercice. Donc, plusieurs mesures sont effectuées, dont la capacité pulmonaire totale, qui correspond au volume d'air total contenu dans les poumons à la fin d'une aspiration forcée, la capacité vitale, ou CV, qui est le volume maximum d'air mobilisable lors d'une expiration ou d'une inspiration forcée. Ensuite, le volume résiduel, c'est ce qui reste dans les poumons après une expiration forcée. Le volume expiratoire maximal en une seconde, le VEMS, et le débit expiratoire de pointe, le fameux DEP ou peak flow, qui mesure le débit instantané en expiration forcée. Donc vous l'avez compris, l'EFR est un examen clé dans le diagnostic d'un asthme, puisqu'il permet d'évaluer objectivement le degré d'obstruction bronchique. Et cet examen devra être répété régulièrement dans le suivi de la maladie. L'un des objectifs du traitement étant de normaliser les débits bronchiques ou de les maintenir à un niveau optimal. Donc parmi les explorations dont je viens de parler, je vais surtout insister sur la spirométrie, qui est un examen sans danger et indolore, qui est prescrit pour mesurer les volumes pulmonaires, c'est-à-dire la quantité d'air contenu dans les poumons, et les débits expiratoires, c'est-à-dire le débit de l'air expulsé lors d'une expiration forcée, c'est-à-dire volontaire et maximale. Quelles sont les valeurs données par la spirométrie? Nous avons donc la capacité vitale forcée, le sigle CVF. Ensuite, le volume expiratoire maximal second dont on a déjà parlé, le fameux VEMS. C'est le volume expiré au bout d'une seconde. C'est le volume expiratoire maximal au bout d'une seconde d'expiration. Et le reflet de l'activité des gros troncs bronchiques. Ensuite, on a le rapport VEMS-CVF, qu'on appelle donc le coefficient de Tifno, et le DEMM, c'est-à-dire le débit expiratoire maximal médian, qui est pris entre 25% et 75% de la CVF, qu'on appelle encore le DEM 25-75, en anglais le MMEF. Alors bien entendu, ce qui est important, c'est de savoir distinguer une spirométrie normale d'une spirométrie anormale. Donc on va observer 4 points importants. D'abord, l'allure de la courbe, qui doit remplir les critères d'acceptabilité. Et si l'allure de la courbe est normale, on passe au point suivant, qui est le débit de pointe. Et si celui-ci est normal, c'est-à-dire supérieur ou égal à 80% de la valeur de référence, on passe au point suivant, qui est l'examen de la CVF, la capacité vitale forcée, qui, si elle est normale, c'est-à-dire supérieure ou égale à 80% de la valeur de référence, permet de passer
à la dernière étape qui est l'examen du DEMM, le débit expiratoire maximal médian, qui lui est considéré comme normal s'il est supérieur ou égal à 75% de la valeur de référence. Alors, que se passe-t-il chez l'asthmatique? Eh bien, cette courbe de débit-volume, l'allure de la courbe, elle se caractérise par un aspect concave, avec une diminution de l'ensemble des débits qui peut être chiffré par rapport aux valeurs théoriques. La prise d'un bronchodilatateur restaure complètement ou partiellement l'obstruction bronchique, témoignant ainsi du caractère réversible de cette obstruction. Par rapport à cette obstruction bronchique, vous entendrez parler du TVO, le trouble ventilatoire obstructif. Et ce TVO, eh bien, il s'agit du rapport entre le VEMS et la CVF, et qui est inférieur à 0,7. Là, vous avez sur ce schéma une courbe dite normale. Ensuite, vous en avez une autre qui est très concave, avec un pointillé avec des petits points, qui est donc la courbe observée avant la prise de bronchodilatateur. Et ensuite, vous avez une autre courbe qui se rapproche un peu plus de la normale, avec un pointillé large, qui est observé après la prise de bronchodilatateur. Question 10. Sur quel point l'éducation de la personne asthmatique et ou de son entourage porte-t-elle? Alors, déjà, toute démarche éducative, pas seulement dans l'asthme, demande à une infirmière de se poser certaines questions. Déjà, que c'est le patient? Que peut-il? Est-ce que les objectifs soignants sont réalistes et réalisables, que ce soit professionnellement, financièrement, etc. Est-ce qu'il le veut? Ensuite, il s'agit de trouver des moyens de communication plus adaptés au patient, notamment à son âge, s'il s'agit d'un enfant, à son niveau de compréhension également. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes capacités. De tenir compte de sa culture et de sa personnalité, des contraintes et des impératifs de la maladie et bien entendu de son cadre de vie habituel. Donc, dans le cas de l'asthme, l'éducation va porter sur la capacité du patient à évaluer sa fonction respiratoire, ensuite à reconnaître les signes d'instabilité et d'apparition d'une crise pour pouvoir l'anticiper et pour pouvoir réagir. Enfin, la capacité à prendre correctement le traitement de fond, c'est important, et la capacité aussi à adopter une bonne hygiène de vie. On va revenir sur tous ces points-là dans la dernière question qui porte également sur l'éducation. Il ne faut surtout pas oublier que l'éducation thérapeutique a une place essentielle dans la prise en charge au long cours d'un patient asthmatique et elle doit être intégrée et adaptée au suivi du patient. Question 11. Énoncer les différents types de bronchodilatateurs. Alors déjà, qu'est-ce qu'un bronchodilatateur? Il s'agit de médicaments entraînant une dilatation des bronches, comme son nom l'indique, plus ou moins rapidement selon les molécules utilisées. Et ils sont bien entendu fréquemment utilisés dans une pathologie de l'appareil respiratoire telle que l'asthme. Alors on peut citer les bêta-2 stimulants, comme par exemple le salbutamol, qui est le générique, dont le plus connu est la ventoline. On va avoir la terbutaline avec le bricanil, ou encore le formoterol avec le foradil, ou le bambutérol avec l'oxéol. Deuxième catégorie, ce sont les anticholinergiques, comme l'Atrovan et le Spiriva. Ensuite, on a des anti-inflammatoires, des corticoïdes. Les plus utilisés sont par exemple le bécotide, le flixotide, le pulmicorte. Et puis après, on va avoir des combinaisons de bêta-2 stimulants avec des corticoïdes, comme le sérétide ou le symbicort, ou encore des bêta-2 stimulants conjugués à un anticholinergique et un corticoïde. Ça va être l'exemple du Trimbo. Question 12. Quelles sont les propriétés des bêta-2 stimulants et leurs indications? Alors, les bêta-2 stimulants agissent par stimulation des récepteurs bêta-2 adrénergiques qui sont situés au niveau du muscle lisse bronchique. Ils entraînent donc une bronchodilatation et ils diminuent la libération de médiateurs inflammatoires. Alors, il faut savoir aussi qu'ils agissent au niveau utérin avec un effet relaxant, d'où leur indication dans la menace d'accouchement prématuré et la prévention de contractions utérines. C'est souvent le cas avec la ventoline. Alors, il y a différentes formes pour ces bêta-2 mimétiques. On a d'abord la voie inhalée à courte durée d'action avec des aérosols doseurs, comme l'aérosol de ventoline, le salbutamol, ou une poudre pour inhalation, comme avec le bricanil turbualaire, ou encore une solution pour un aérosol, comme la ventoline bricanil.
Et cette voie inhalée à courte durée d'action est utilisée en cas de crise d'asthme, également à visée préventive par rapport à un asthme d'effort, ou également dans un traitement de fond de l'asthme ou de la BPCO. Ensuite, il y a la voie inhalée longue durée d'action. On retrouve encore donc des aérosols doseurs comme le Cerevan, qui est du salmétérol, ou une poudre pour inhalation comme le Foradil qu'on a évoqué tout à l'heure, ou le Cerevan Discus. Les indications sont les mêmes que la voie inhalée à courte durée d'action, sauf pour la crise d'asthme. Son intérêt à cette voie inhalée longue durée, c'est la prévention des crises d'asthme nocturnes. Alors, dans ces voies inhalées, on a également la solution pour aérosol, qui a une action quasi immédiate pour 4 à 8 heures pour les produits à courte durée et de 12 heures pour le Foradil et Cerevan, par exemple. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs administrations par jour et une absorption infime. On l'utilise donc les aérosols avec Foradil, Cerevan ou autre pour le traitement des crises d'asthme sévères dans le traitement urgent des asthmes aigus sévères à l'hôpital et également dans les traitements des poussées aiguës de BPCO. Bien sûr, on a la voie orale avec des comprimés tels que les comprimés de Bricanil ou d'Oxéol ou encore du sirop comme la Ventoline sirop qui sont utilisés pour les traitements symptomatiques continus de l'asthme avec des crises fréquentes. Et bien entendu, reste la voie injectable en sous-cutané avec Bricanil, Ventoline ou IV avec du salbutamol fort qui a donc une action quasi immédiate en IV et au bout de 30 minutes en sous-cutané ou en IM. Et là, cette voie injectable est utilisée pour traiter l'état de mal asthmatique ou la crise d'asthme sévère. Question 13. Quels sont les effets indésirables des bêta-2 stimulants? Alors déjà, ces effets indésirables sont rares, mais on peut citer la nervosité, les tremblements, les céphalées, les vertiges, les palpitations, la tachycardie. Bien entendu, il existe certaines précautions avec les bêta-2 stimulants. Il ne faut pas plus de 15 inhalations par jour pour l'aérosol. Et en ce qui concerne les formes orales et injectables, il faut prendre des précautions en cas d'hyperthyroïdie et de diabète mal équilibré. De même, attention lorsqu'il y a une maladie coronarienne avec infarctus du myocarde, angor, etc. Ces médicaments sont même contre-indiqués en cas d'infarctus du myocarde au stade aigu ou d'angor instable ou encore d'angor sévère. Question 14. Quelles sont les propriétés et indications des anticholinergiques? Alors tout d'abord, les anticholinergiques sont des dérivés de l'atropine et ils ont un effet parasympatholytique responsable d'une bronchodilatation, surtout au niveau des voies aériennes de gros calibre. Ils ont bien entendu une activité anti-inflammatoire et leur action est plus retardée mais plus prolongée que les bêta-2 stimulants. Alors ils existent sous forme d'aérosols doseurs, comme l'Atrovan, ou de solutions pour inhalation, comme l'Atrovan adulte à 0,5 mg ou pour enfants à 0,25 mg, ou en association avec des bêta-2 stimulants, c'est le cas du Combivant, qui est composé donc de Ventoline et d'Atrovan, donc en aérosol. Et ils sont indiqués en traitement de fond de l'asthme et de la BPCO, en traitement de la crise d'asthme en association donc aux bêta-2 stimulants, et également dans le traitement d'urgence des asthmes aigus sévères à l'hôpital et des poussées aiguës de BPCO. Question 15. Citer les effets indésirables des anticholinergiques. Eh bien, cela, franchement, il faut vraiment les connaître. C'est la bouche sèche, l'irritation pharyngée, ce qui impose effectivement de donner un verre d'eau après chaque inhalation au patient. Ils sont déconseillés au premier trimestre de la grossesse et en cas d'allaitement. En revanche, l'interaction avec les bêta-2 stimulants est intéressante puisque l'un agit sur les grosses bronches proximales et l'autre sur l'ensemble de l'arbre bronchique. Question 16. Quelles sont les propriétés et indications des xanthines? Alors, entre dans la famille des xanthines, la caféine, la théobromine, etc. Ce sont des bronchodilatateurs par relaxation des muscles lisses bronchiques et du diaphragme. Ils ont également une activité anti-inflammatoire. En revanche, ils ont aussi un effet convulsivant à forte dose. Ce sont des produits qui se résorbent correctement par voie orale, qui agissent environ en 1 heure, avec une demi-vie qui
peut être variable avec l'âge et qui se résorbe de manière variable par voie rectale et qui passe aussi le placenta. Alors, ils sont très peu utilisés en France. Alors, comme tous les autres, ils existent sous différentes formes. La forme orale à libération immédiate, comme la théophiline, avec par exemple le dilatrane sirop. En forme orale à libération prolongée, toujours la théophiline, mais là il s'agira de d'euphiline LP. Alors ces formes orales sont prescrites pour les crises d'asthme chez l'enfant et en traitement de fond de l'asthme et des BPCO. Ensuite, il y a la forme injectable avec l'aminophiline qui est indiquée dans les crises d'asthme aigu et l'état de mal épileptique s'il n'y a pas eu de xanthine dans les 6 heures précédentes. Et également donc la forme rectale qui est prescrite pour les crises d'asthme d'intensité moyenne et dans le traitement de fond de l'asthme. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ces xanthines sont peu utilisées en France et ce sont des traitements qui ne sont indiqués que si les bêta-2 mimétiques et la corticothérapie bien conduits sont inefficaces. Ce ne sont en tout cas pas des traitements de première ligne, notamment du fait de nombreux effets indésirables, du fait d'une marge thérapeutique étroite et de nombreuses interactions médicamenteuses. Ils sont vraiment réservés aux cas intolérants au bêta-2 mimétique. Alors justement, dans la question 17, on nous demande de citer les effets indésirables des xanthines. Alors, il y a la nervosité, les tremblements, la tachycardie, les nausées, les vomissements, les diarrhées, les douleurs gastriques. Il y a aussi une possibilité d'excitation et de tachycardie du nouveau-né en cas de grossesse. C'est vraiment effet dose dépendant, donc il faut faire attention donc, aux doses thérapeutiques qui peuvent parfois être proches de la dose toxique. Donc, ce sont des traitements qui sont contre-indiqués chez l'enfant de moins de 30 mois. Il faut respecter un intervalle de temps entre les prises et il faut notamment diminuer la posologie s'il y a une insuffisance hépatique ou cardiaque et donc les nombreuses interactions médicamenteuses dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils sont notamment contre-indiqués avec l'érythromycine qui est un antibiotique, avec la ciprofloxacine, c'est-à-dire le Ciflox qui est également un antibiotique fréquemment utilisé, également avec la norfloxacine qui est un autre antibiotique de la même famille que le Ciflox. Et il y a bien d'autres associations qui sont déconseillées. Question 18. Énoncer les indications des corticoïdes en traitement de fond, péros et injectables. Alors, classiquement, ils sont utilisés en association avec les bronchodilatateurs dans le traitement de fond de l'asthme. Ils ont une action locale puissante sur la composante inflammatoire de la maladie et peu ou pas d'effet systémique, puisque ces glucocorticoïdes sont plus souvent utilisés en inhalation. Déjà en aérosol, comme par exemple avec le bécotide, le pulmicort, Flixotide, ou en poudre pour inhalation, tels que le Flixotide discus, le pulmicort turbualaire, ou encore en solution pour inhalation, comme le pulmicort, ou bien en association donc avec des bêta-2 stimulants, tels que le Sérétide et le Symbicort. Donc on les utilise dans le traitement de fond de l'asthme persistant, en association avec des bêta-2 stimulants, s'il est utilisé plus de 3 fois par semaine. Alors, quelquefois, ces corticoïdes peuvent être utilisés par voie péros, par voie générale. Et de toute façon, quelle que soit la voie d'administration d'un corticoïde, il ne faut pas oublier que le sevrage, la diminution se fait progressivement, notamment dans les asthmes corticodépendants. On utilise aussi ces corticoïdes dans les toux spasmodiques et les bronchites asthmatiformes de l'enfant. Question 19. Quels sont les effets secondaires des corticoïdes inhalés ? Alors, on va avoir par exemple une irritation locale transitoire, telle qu'une gêne pharyngée, une toux, une voix rauque, mais aussi des candidoses oropharyngées. Donc, comme avec les anticholinergiques, il faudra donner un verre d'eau systématiquement au patient après chaque inhalation. Question 20. Quels sont les effets indésirables des antitussifs opiacés ? Alors, j'attire l'attention sur ces produits qui sont pas utilisés à l'hôpital, mais en revanche, qui sont assez souvent utilisés en ville. Alors, parmi les antitussifs opiacés, il y a par exemple le pulmodexane, le tucidane, le tucicédal ou le végétosérum. Et ces antitussifs opiacés ont des effets indésirables quand même importants. Et les plus fréquents sont, vous vous en doutez bien, puisqu'il y a des opiacés, la constipation, mais aussi la somnolence, des sensations vertigineuses et des nausées.
Question 21. Définissez ce qui est un fluidifiant bronchique et précisez-en l'intérêt et les effets secondaires. Alors, parmi les fluidifiants bronchiques, nous avons par exemple l'acétylcystéine, comme l'exomuc, le fluimucil, ou bien encore l'ambroxol, comme le surbronque, ou la carbocystéine, comme le bronchocode. Alors, ces fluidifiants bronchiques sont des agents qui fluidifient le mucus, on les appelle aussi des mucolytiques, et donc ils favorisent l'expectoration en diminuant le degré de viscosité de la couche géliforme du mucus bronchique par rupture des liaisons chimiques au niveau des mucines. Donc, puisqu'ils fluidifient les sécrétions bronchiques, il y a un risque de liquéfaction brutale de ces sécrétions bronchiques et d'inondation broncho-alvéolaire chez le sujet incapable d'expectorer correctement. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un matériel d'aspiration bronchique pas trop loin. Ensuite, il y a aussi un risque de bronchospasme chez l'asthmatique. Il peut aussi y avoir une toux avec des sensations de brûlure rétrosternale, une rhinorrhée, de la somnolence, aussi de la moiteur. Avoir les mains moites, les pieds moites. Question 22. Reconstituer le processus de soins auprès de la personne soignée. Alors, dans un premier temps, on va commencer par l'aspect évaluation de l'état respiratoire et le dépistage des complications, tout en limitant l'angoisse générée par l'asphyxie. Donc, nous avons un patient qui souffre d'une crise d'asthme aiguë, qui présente un dégagement inefficace des voies respiratoires. On va dire que c'est le problème numéro 1. Et ce dégagement inefficace des voies respiratoires est lié à sa dyspnée, qui se manifeste donc par une agitation qui est souvent constatée, ou par une intolérance à l'activité, bien les deux en même temps d'ailleurs. Il convient donc d'évaluer l'état respiratoire et hémodynamique du patient et de libérer ses voies aériennes. Donc ça veut dire qu'on va apporter toute l'aide nécessaire au patient pour l'habillage et le déshabillage, pour limiter l'effort et donc la dyspnée. Faire bien entendu un bilan de départ des constantes avec le pouls, la tension, la fréquence respiratoire. Est-ce qu'il y a une présence de cyanose? L'installer en position demi-assise ou assise pour qu'il puisse mieux respirer. Le calmer, le rassurer, évaluer donc son état de conscience. Lui donner la sonnette, bien entendu, et venir rapidement en cas d'appel. Ne pas le faire parler inutilement. Ce sont des gens qui ont du mal à parler, ça leur demande un effort important. Et effectuer rapidement les premières prescriptions. On va y revenir et rassurer l'entourage. On va aussi informer le patient des effets secondaires, par exemple du salbutamol, ça dépendra des traitements qui seront prescrits. Favoriser l'hydratation de ce patient pour liquéfier les sécrétions et favoriser leur expectoration et mettre à disposition le matériel pour qu'il puisse expectorer, c'est-à-dire lui mettre à disposition un crachoir. Un patient asthmatique présente généralement une probable perturbation des échanges gazeux, qu'on peut considérer comme le problème numéro 2, lié à sa dyspnée, qui se manifeste généralement par une agitation et une anxiété. Donc il va falloir évaluer ce degré de perturbation des échanges gazeux. Donc cliniquement, on va évaluer l'état de conscience, sachant que les troubles de la conscience et l'agitation sont des signes de gravité. Également les autres signes de gravité en lien avec l'hypoxie. Sur prescription, on va effectuer des gaz du sang. On va contrôler l'intégrité de la ligne veineuse. On va également contrôler le bon fonctionnement de l'oxygénothérapie matérielle, sa saturation. Informer le kiné aussi pour qu'il aide le patient à contrôler sa respiration. Et bien entendu, toujours rassurer le patient et répondre à ses questions. Donc, toujours dans le processus de soins, il va falloir ensuite assurer la mise en œuvre du traitement en urgence et sa surveillance. Donc, face au dégagement inefficace des voies respiratoires, il va falloir effectuer rapidement les premières prescriptions, c'est-à-dire poser la voie d'abord s'il y en a une de prescrite, administrer les bronchodilatateurs selon la forme prescrite par le médecin. Alors ça peut être en IV, mais sous une autre forme. Il faut veiller en tout cas à ne pas mélanger avec d'autres produits. Administrer aussi les corticoïdes en IV si c'est le cas, ou inhaler, ça va dépendre de la prescription. Et administrer l'oxygénothérapie par rapport à l'hypoxie. Face à la probable perturbation des échanges gazeux, sur prescription, il va falloir effectuer les gaz du sang. Donc, il faudra aussi, dès la réception des résultats, en faire part au médecin, notamment s'il y a une hypoxémie.
avec une pression partielle d'oxygène inférieure à 60 mm de mercure. Si on a une hypercapnie et un pH acide inférieur à 7,38, et bien entendu contrôler l'intégrité de la ligne veineuse. Normalement, une fois les traitements mis en place, une amélioration doit apparaître dans la demi-heure. Et donc, devant tout signe d'aggravation, le médecin devra être prévenu et une intubation ainsi qu'un transfert en réanimation seront peut-être envisagés. Ensuite, dans le processus de soins, eh bien, il va y avoir l'éducation du patient, puisqu'il s'agit de prévenir l'apparition de la crise d'asthme en priorisant l'éducation du patient et ou de son entourage. Donc, le rôle éducatif, il est à moyen et long terme, parce que le patient devra acquérir les capacités à évaluer sa fonction respiratoire, reconnaître les signes d'instabilité et l'apparition d'une crise, prendre correctement son traitement de fond et avoir une bonne hygiène de vie. Car le patient va avoir un traitement de fond qui repose sur la prescription d'une corticothérapie inhalée. Il va être important que le patient soit observant dans la prise de son traitement, qu'il utilise bien les dispositifs de traitement inhalés, qu'il réalise bien ses peak flow par exemple. Et il ne faut pas oublier non plus le contrôle de l'environnement qui est un paramètre important de la prise en charge de l'asthme. En ce qui concerne la capacité à évaluer la fonction respiratoire, un journal de bord est important. Le patient va pouvoir y noter les scores de son DEP pour le comparer avec son état clinique. Donc, petit rappel, des normales du DEP, de 400 à 500 chez la femme, de 500 à 600 chez l'homme. Et donc, un peak flow qui serait inférieur à 250, eh bien, doit faire envisager une consultation pour adapter le traitement. Un peak flow inférieur à 200 suppose de faire venir le médecin à domicile tout de suite. Et s'il est inférieur à 150, c'est appeler en urgence du 15 et envisager une hospitalisation. Ensuite, le patient doit apprendre à reconnaître les signes d'instabilité et l'apparition d'une crise. Donc, il doit connaître les fameux prodromes dont on a parlé tout à l'heure, tels que rhinorrhée, éternuement, toux spasmodique, prurite nasale, malaise, fatigue. Et dans ces cas-là, de prendre 2 bouffées de ventoline à 15 minutes d'intervalle, à renouveler 3 fois maximum, et puis appeler le médecin. Ensuite, le patient devra apprendre à prendre correctement son traitement de fond. Et ce traitement va être variable selon le niveau de l'asthme. Et il est important que les prises soient régulières en termes d'horaire et de durée. Et il ne faut jamais arrêter brutalement un traitement. Et surtout, le patient ne doit pas l'arrêter de lui-même. Et toutes les techniques doivent être expliquées, démontrées et évaluées. Comme par exemple, comment utiliser un aérosol doseur. Donc, je ne vais pas vous le redire en détail, je l'ai mis sur les diapos, mais c'est important de bien apprendre au patient à utiliser cet aérosol doseur. Le patient doit bien agiter le flacon, le retourner, expirer lentement à fond et être capable donc de retenir sa respiration pendant 10 secondes environ, afin ensuite de pouvoir introduire l'aérosol et inspirer en appuyant sur la cartouche pour libérer la dose de médicament et inspirer lentement pendant environ 5 secondes. Souvent, avec les enfants, par exemple, il y aura à utiliser des chambres d'inhalation. Bon, c'est un système qui demande moins de coordination que l'aérosol doseur, et la totalité de la dose est généralement donc inhalée. Donc, mais le principe d'utilisation est identique au spray. De même, pour les patients qui ont des inhalateurs de poudre, il faudra leur apprendre à s'en servir. Ces inhalateurs sont souvent recommandés pour les personnes âgées parce que, justement, il n'y a pas de nécessité de coordination. Mais il faut leur apprendre à manipuler ces inhalateurs de poudre. Ensuite, dernière capacité, le patient doit être capable d'adopter une bonne hygiène de vie. Donc, lors de ses déplacements, par exemple, il doit emmener son carnet de suivi personnel, son peak flow, ses sprays habituels et éventuellement des anti-inflammatoires Péros ou injectables. Et en ce qui concerne le sport, pour pouvoir le pratiquer, il faut déjà avoir un asthme stable traité et avoir, bien sûr, avec soi, son traitement en cas de crise. Et comme pour tout sport, il faut s'échauffer correctement, prendre son traitement en prévention avant l'effort. Et selon le sport, il faut voir avec le médecin. Bien entendu, il faut éviter la plongée avec bouteille et l'équitation s'il y a une allergie, notamment une allergie aux poils d'animaux.
Et au quotidien, eh bien, il faut veiller à donner tous les conseils qui concernent les points suivants, par exemple relatifs à l'habitat, aux animaux, au tabac, à l'activité professionnelle, aux médicaments, au sport. Donc, au final, beaucoup de gens sont concernés par l'éducation, bien sûr le patient, mais aussi la famille, parfois les amis, les collègues, les enseignants. Chacun est concerné dans la prise en charge d'un patient asthmatique, et d'autant plus quand il s'agit d'un enfant, il y a encore plus de personnes concernées. Voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo consacrée à l'UE2 8 et un autre questionnaire. À bientôt!